Bonjour à toutes et tous et grand merci pour l'honneur que vous me faites. Alors c'est à la fois un honneur et puis quelque part aussi un fardeau parce que ça me rappelle mon âge, quelque part. Et du coup, c'est l'occasion d'abord de revenir un petit peu en arrière. 30 ans en arrière, 1993, c'est là où moi je finis mes études d'ingénieur aussi. Et c'est aussi l'occasion de réfléchir sur ce que peut être un parcours professionnel. Et moi, l'image que je donne, c'est celle d'une sorte de fleuve. Vos choix, vos familles, vos rencontres, les opportunités, ce que vous avez osé faire, vous placent comme une sorte de fleuve dans une sorte de bateau avec des pagaies. Et puis, parfois, on se laisse glisser. On laisse les choses se définir par elles-mêmes. On voit des branches qui s'ouvrent sur ce fleuve, à droite ou à gauche. Parfois, on n'ose pas y aller. Parfois, on explore et c'est une impasse. On doit revenir sur ses pas. Mais on a appris des choses. Et puis, parfois, lorsqu'on ose, on se rend dans une nouvelle branche professionnelle, une nouvelle branche de ce fleuve d'un parcours professionnel. Ça ouvre en fait de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons qui sont épanouissants, qui sont enrichissants. Et rien ne me prédestinait, jeune femme timide, qui aimait les livres, curieuse des nuages, avec un intérêt que je ne peux même pas expliquer pour les sciences du climat, à par exemple m'impliquer dans l'évaluation des politiques publiques de la France via le Haut Conseil pour le climat, depuis quelques années, ou à m'impliquer depuis plus de 7 ans à superviser un ensemble de rapports du GIEC avec des chercheuses et des chercheurs du monde entier, de multiples disciplines, et à mener des sessions d'approbation avec les représentants de tous les pays. Alors, puisque je parle de rapports du GIEC, qui parmi vous en a ouvert un et en a lu un extrait? Alors, vous voyez qu'il y a un effet de génération. Donc, ce qui est important, c'est que, comme vous avez la chance d'accéder à des études supérieures, à cet état des lieux de l'état des connaissances scientifiques qui vous est fourni collectivement, vous en êtes aussi un petit peu les ambassadeurs et les relais, et vous le serez tout au long de votre parcours professionnel. Qui a lu un des rapports du Haut Conseil pour le climat? En fait, on évalue les politiques publiques de la France par rapport au changement climatique et on formule des recommandations. Parmi celles-ci, doubler ou tripler le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre dans les années qui viennent, engager les transformations dans le secteur agricole, mais aussi renforcer l'adaptation de sorte à limiter les pertes, les dommages, les risques liés à un climat qui change. Alors, on voyage dans le temps. 1990, le premier rapport du GIEC, les premiers constats qui étaient là, avec des connaissances beaucoup plus rudimentaires, qui se sont affinées sur ce qu'on allait attendre. Et c'est aussi la force de la physique, de comprendre le fonctionnement du climat quand on perturbe son bilan d'énergie. À l'époque, on pensait que les impacts du changement climatique, c'était pour des régions lointaines, plus vulnérables, ou des générations futures. 2023, partout dans le monde, en France comme ailleurs, nous montre à quel point on est dans le dur, vraiment. C'est-à-dire qu'on a des événements extrêmes qui s'intensifient, qui dépassent les capacités d'adaptation, qui affectent les écosystèmes dont nous dépendons, et nos sociétés, même celles qui se pensent invulnérables parce que plus riches. On a dans le monde 3,5 milliards de personnes qui vivent dans des contextes hautement vulnérables face au changement climatique aujourd'hui. Mais en 2023, qu'est-ce qu'on a aussi? Une action pour le climat qui monte en puissance. On a en fait des politiques publiques qui ont porté des fruits. La moitié des émissions de gaz à effet de serre encadrées par des cadres réglementaires ou des lois. On a réussi à éviter d'émettre chaque année à peu près 6 milliards de tonnes de dioxyde de carbone équivalent. On en émet toujours 60 milliards, vous voyez ce qu'il reste à faire. On a un retour sur des options d'action, d'adaptation, et notamment dans le monde agricole pour la gestion de l'eau. C'est ça, en fait, qui porte le plus cette adaptation au quotidien, qui, en fait, fonctionne, qui apporte de multiples bénéfices. Mais il reste encore difficile d'anticiper complètement sur ce qui va se produire dans les décennies à venir et de mettre en place des actions d'adaptation qui soient réellement transformatrices, qui nous permettent de mesurer aussi l'efficacité de l'adaptation. C'est quelque chose pour lequel on a besoin de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Donc une action pour le climat qui monte en puissance partout dans le monde, dans tous les secteurs d'activité, et une vision claire des leviers d'action. Une approche systémique, construire des transitions de grands systèmes. Bien sûr, l'enjeu sur le système énergétique est critique, avec cette question de sortir le plus vite possible des énergies fossiles, tout en permettant à chacun de vivre décemment. Le système alimentaire pèse lourdement un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et vous le savez mieux que moi,
Aujourd'hui, on a encore près de 800 millions de personnes qui souffrent de faim ou de sous-nutrition, et les maladies chroniques liées au surpoids ou à l'obésité affectent des milliards de personnes et pèsent de plus en plus sur les dépenses publiques. Donc la question du système alimentaire, les enjeux croisés, climat, biodiversité, sur la pression sur les terres, vont être critiques parce qu'on est devant une fenêtre d'opportunité qui est là, mais qui est étroite, qui se referme rapidement. Et donc les années à venir, les décennies à venir, vont être critiques pour parvenir à déployer ce qui existe aujourd'hui. Donc les leviers d'action, j'aime pas trop le terme solution qui est un peu simpliste, mais les leviers d'action qui sont viables économiquement, socialement, efficaces, faisables, qui apportent de multiples bénéfices. Et l'enjeu, c'est d'arriver à le faire bien. C'est d'éviter la maladaptation qui peut être, à court terme, apporter un pansement, conserver les mêmes pratiques, mais qui va exacerber d'autres vulnérabilités actuelles ou futures, voire se faire au détriment des écosystèmes ou renforcer, exacerber les rapports de force. Le faire bien, c'est aussi intégrer les effets multiples de stratégies d'action et notamment leurs effets en termes d'équité. Penser des transitions qui soient justes et qui soient justes sur toutes les chaînes de valeur, notamment. Cela demande en fait d'être capable de mobiliser les systèmes d'innovation, l'innovation technologique, c'est dans le titre de votre école. C'est aussi la capacité à s'appuyer sur une innovation qui s'appuie sur les écosystèmes, leurs fonctions, leurs services. Et puis ce que moi j'appelle une forme d'innovation frugale, c'est-à-dire faire en sorte que ce qui est mis en place fonctionne bien, soit accessible, permette aussi à chacun d'adopter des styles de vie sobres en carbone. Et ce volet de la demande, il est essentiel. Éviter des demandes en énergie, en matériaux, en terre, en eau, c'est 40 à 70% du potentiel d'émissions de gaz à effet de serre évité à horizon 2050. Et puis un dernier volet, la communication, c'est important dans les sociétés d'aujourd'hui. Il y a une dimension de plus en plus importante sur l'intégrité des stratégies d'action, leur éthique, éviter le greenwashing, s'assurer que ce qui est mis en place soit communiqué d'une manière rigoureuse, transparente. Alors pour le climat, le greenwashing est florissant. Beaucoup d'expressions revendiquant la neutralité carbone ne sont pas cohérentes en fait avec les recommandations du panel de haut niveau de l'ONU de novembre dernier. Et on voit de plus en plus un florilège de greenwashing revendiquant des solutions fondées sur la nature où, par exemple, on va détruire un écosystème de savane pour mettre à la place des monocultures de forêt, ce que même les rapports du GIEC soulignent comme ne pouvant pas être appelés des solutions fondées sur la nature. Donc les derniers 30 ans, la situation d'aujourd'hui et demain, dans 30 ans, 2053, où en serons-nous ? Alors, je crois que certains de vos camarades l'année dernière avaient fait référence au 12e rapport du GIEC. Où en serons-nous à ce moment-là ? Est-ce que les rapports du GIEC en 2050 auront toujours un sens ? Est-ce que, comme pour le protocole de Montréal sur la couche d'ozone, ils permettront de montrer l'effet d'une action résolue, de l'engagement de tous, à tous les échelons, dans la société civile et dans les politiques publiques, mesurer les bénéfices des actions engagées, observer dès 2050 une stabilisation du niveau de réchauffement planétaire largement sous 2 degrés, avoir évité des points de bascule, avec des mécanismes de solidarité, de coopération, faire en sorte que ceux qui vivent dans les contextes les plus vulnérables, qui font face à des pertes et dommages croissants multiples, puissent rebondir, puissent vivre décemment. Est-ce qu'on aura restauré des écosystèmes davantage qu'aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire, on aura renoncé ? On aura choisi une action lente, dépasser peut-être 2,5 degrés d'ici 2050, on ne peut pas l'exclure, avec des situations de plus en plus ingérables, des limites dures, ne serait-ce que pour les ressources en eau, des chocs agricoles de plus en plus fréquents, une augmentation des tensions et des conflits, une accélération de la montée du niveau de la mer, dont on sait que les conséquences seront à l'échelle de siècles et de milliers d'années. Saint-Exupéry disait, en ce qui concerne le futur, il ne s'agit pas de le prévoir, il s'agit de le rendre possible. Et c'est sur ce point-là que je voudrais terminer. Le rendre possible, ça demande de s'interroger sur nos valeurs. Quelles sont nos valeurs ? Quelles sont mes valeurs ? L'occasion d'une remise de diplôme, c'est aussi l'occasion de réfléchir à la gratitude que l'on doit, notamment aux enseignants, qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés à progresser, à donner le meilleur de soi. Les valeurs, c'est aussi le respect des autres, l'ouverture sur le monde, la compréhension des inégales vulnérabilités et capacités à agir.
C'est la bienveillance pour aider aussi les autres à réussir, fort de la vôtre. C'est la capacité à mobiliser l'intelligence collective avec des approches qui soient inclusives, participatives, qui tiennent compte des différences des uns et des autres et qui en font une force. Et c'est aussi la persévérance. Pourquoi la persévérance ? Parce que les obstacles vont être nombreux. Vous avez déjà surmonté les obstacles liés à des confinements pour la pandémie liée au Covid-19. On est dans une situation très difficile du fait de la guerre en Ukraine, crise d'approvisionnement énergétique, augmentation du coût de la vie, énergie, alimentation, augmentation des tensions dans la société, dans les pays du Sud, crise de la dette également. Et les obstacles par rapport aux transformations qui sont nécessaires pour que nos sociétés soient résilientes, pour s'assurer d'avoir des conditions de vie décentes, pour le bien-être humain, pour la santé planétaire, ça va demander de surmonter beaucoup d'obstacles. Et dans les rapports du GIEC, ce qu'on souligne, c'est que les obstacles les plus profonds à porter des transformations majeures, nécessaires, ce sont les valeurs enracinées, ce sont les croyances, une faible perception de l'urgence, parfois une croyance que la technologie résoudra tout, ou bien le fatalisme. Vous avez parlé, monsieur le directeur, de l'anxiété qui est présente. Alors, si l'on veut parler de l'éco-anxiété, la meilleure façon de la surmonter, c'est l'action. L'empathie est une force. L'empathie, c'est aussi ce qui permet d'agir, non pas pour soi dans l'immédiat, mais avec une attention portée aux générations à venir. Embarquer les plus âgés, ça va demander de jouer aussi sur la force qu'est l'empathie. Et puis, qu'est-ce que c'est le contraire de l'éco-anxiété ? C'est le cynisme. Vous allez faire face à beaucoup de cynisme. Et donc, pour cela, vous aurez besoin d'intelligence collective, d'agir collectivement, de persévérance, pour pouvoir embarquer tout le monde dans ces transformations qui vont être nécessaires. Donc, pour terminer, je pense que vous avez compris les 3 points clés que je voulais souligner dans ce discours. Cette urgence qui est là, la capacité à agir qui a été construite par le progrès notamment des connaissances et les ruptures de connaissances qui vont être encore nécessaires. Donc le fait d'utiliser la science en fait pour éclairer les décisions comme une trame de réflexion pour bien peser les bénéfices ou les effets indésirables de chaque levier d'action et donc choisir intelligemment la meilleure stratégie propre à chaque contexte à déployer. Vous avez la chance de faire des études supérieures. C'est rare dans le monde. Et je pense que c'est important d'en être digne de cette chance, de donner du sens à un parcours professionnel. J'espère que quand vous aurez mon âge, vous pourrez vous regarder dans le miroir, vous pourrez regarder vos enfants et vous dire « j'ai fait ma part ». Vos voix et vos choix comptent. Merci.